L'Office espagnol de tourisme présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, alors oui, entre le 21 décembre et le 21 mars, c'est l'hiver. Oui, ça on sait, on est au courant, c'est pas toujours drôle. Eh bien, s'il y a un pays où l'hiver n'est pas un sujet, c'est tout près de chez nous, chez nos cousins, voisins, amis, les Espagnols. Oui, parce que l'hiver en Espagne, c'est le top des bons plans. D'abord au pays qui a inventé la paella, les tapas, le flamenco et la joie de vivre, la diversité de l'offre touristique en dehors des virées balnéaires est étonnante. En couple, pour une virée romantique et amoureuse, dans un parador, ces anciens monuments historiques transformés en hôtel, avec des potes sportifs pour un crapahutage dans cet incroyable désert de Bardenas, sur l'île de Tenerife aussi pour ses 24 degrés de moyenne toute l'année, en famille pour une découverte urbaine au cœur des cités de Valencia, Madrid, Séville, ou côtière et historique du côté de Tarragone, gastronomique à Saragosse, ou pour nourrir l'âme à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bref, comme l'Espagne en hiver, c'est pas loin, pas cher, sous un soleil quasi permanent, avec des températures douces, un peu de pluie mais pas trop. Alors oui, cet hiver, on file en Espagne. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous avons invité des amis espagnols. On va écouter une petite musique de bienvenue. Ah, Espagne. On peut chanter, mes amis, on peut chanter. C'est vieux ça, 1975. C'est pas, moi j'étais pas né, mais ça nommait une ambiance. ¿Cómo se llama este? Espagne. Mes amis, je vous présente autour de cette table Maria Gomez, directrice de l'Office espagnol du tourisme à Paris. Le monsieur qui chante, c'est José María Gómez, qui est chef espagnol du restaurant El Sol, comptoir espagnol à Paris, dans le 8e. Célia Olivar-Gil, également présente avec nous. Elle travaille au département marketing de l'Office espagnol du tourisme. Et nous irons en direct à Tenerife, où il y a 1 heure, hein, Maria. Une heure de décalage. Nous retrouverons Nieves Perdomo Pereira, qui est en short, parce qu'il fait même pas 22 degrés. Vous êtes là, Nieves? Je suis là, 24, je confirme. Il fait 24 aujourd'hui? Ouais. Aïe, 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 aïe. 24, je suis en manche courte. Très bien. Alors l'Espagne, c'est un grand pays qu'on connaît, nous, bien, autres Français, pour ses cités balnéaires. Et on n'avait pas pensé à aller en Espagne en hiver. C'est une très, très belle idée. L'Espagne, c'est 50 provinces, 17 communautés autonomes, une variété de paysages, de gastronomie, de villes, de découvertes, de choses à faire dans la nature, d'activités incroyables. Et avec vous, Maria Gomez, directrice de l'Office espagnol du tourisme à Paris, on va commencer par une région sublime, que j'adore, qu'on dit une région verte, la Galice. Oui. Alors la Galice, c'est au nord-ouest de l'Espagne. Au nord-ouest, tout au bout. C'est ça. C'est là où il y a Saint-Jacques-de-Compostelle, oui, que les pèlerins de Saint-Jacques connaissent bien. Oui. Dites-nous en plus sur la Galice. Alors, bonjour déjà. Bonjour, oui, c'est vrai qu'on dit toujours bonjour en espagnol. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Alors, oui, on va commencer par la Galice, parce que déjà, pour nous, c'est un petit secret. Tout le nord, pour nous, pour les Espagnols, on aime beaucoup aller au nord. Et spécialement à Galice, parce qu'on mange très bien. Et il fait une température très douce. Il ne fait jamais moins de, même la nuit, moins de 10 degrés. C'est assez doux. Donc, c'est une région où, par exemple, pour randonner, pour être à l'air libre, s'il ne pleut pas. C'est une région de nature. C'est une région de nature et de culture. Culture. Oui. Et la nature est verte, hein? Oui. On va vous proposer, par exemple, de se baigner à l'air libre, la nuit, dans des thermes qui sont à côté de la rivière, qui sont libres, qui sont gratuites. Et il suffit d'aller à Orense, que c'est dans le sud de la Galice. Et il y a une petite randonnée en cercle de 8 km et on passe par 12 différents thermes qu'on peut essayer. Et avec des différentes températures. Il y en a quelques-unes, on ne peut pas entrer parce que c'est 70 degrés. Mais dans d'autres, sont environ à 40 degrés. Et c'est très impressionnant parce qu'on est au milieu de la nature et il fait froid peut-être ou il fait gris. Mais on est quand même en maillot de bain, tranquille. D'accord. Ça fait un peu l'Islande, mais tout près. C'est ça. Et nous, pour nous autres Français, en fait, on est dans le golfe de Gascogne. Hein. C'est l'Atlantique. C'est l'Atlantique, c'est juste au nord du Portugal. C'est ça. Il y a un vol depuis Paris qui vole les vendredis et qui retourne les mardis. D'accord. Et nous avons un chef à cette table, José María Gómez, chef espagnol du restaurant El Sol, comptoir espagnol à Paris 8e. Alors, José María, qu'est-ce qu'on mange en Galice ?
On mange beaucoup de choses, hein, comme, bien sûr. Comme dans toute l'Espagne. Bien sûr. Mais bon, une des spécialités culinaires, c'est ce que s'appelle le pote gallego. C'est un potage avec des grelos, par exemple un type d'espinards, okay? Haricots verts, blancs, pommes de terre et viande. Ça aussi, on peut aussi trouver ce que s'appelle les empanadas gallegas. Ce sont des friandises farcies aux légumes. Et chaque village ajoute un ingrédient nouveau pour les empanadas. D'accord. Mais il ne faut pas oublier non plus les vins. Les vins très importants de Orense. Oui. Et ces dénominations d'origine, comme par exemple el Ribeiro, c'est un vin blanc très connu, Valdeorras, la Ribera Sacra ou Monterrey. C'est une région de vin. Oui, c'est une région des vins blancs, des vins rouges, mais surtout des vins blancs. Ah, de vin blanc, d'accord. Ouais. Célia Olivar-Gil, vous connaissez, vous, évidemment, la Galice. Qu'est-ce que vous pourriez en dire à nos auditeurs pour leur inciter à visiter ? Bon, la Galice est, comme Maria-José a dit, dans le nord de l'Espagne. C'est une région très verte où on peut finir le Camino de Santiago. Exactement. C'est là où le Camino termine et c'est là où on peut profiter de la cathédrale et on peut visiter d'une architecture vraiment du nord de l'Espagne. José Maria, est-ce que c'est là qu'on trouve la paella au riz noir ? Non, c'est pas là. Non, c'est où Non, on commence à Valencia. Ah, Valencia, oh là là, attention, on se calme. Tranquille. On va rester en Galice. Est-il vrai, Maria, qu'en Galice, il y a le Finistère ? C'est là que se finit la terre. Comme chez nous, on a une région qui s'appelle le Finistère, et en Espagne, c'est encore plus le Finistère. Ça finit dans la mer, et il y a un phare au bout, magnifique, superbe, et c'est le phare le plus loin de toute l'Europe. C'est le plus près de l'Amérique. C'est ça. Et au début, il y a une continuation du chemin de Saint-Jacques. C'est-à-dire, on peut arriver à Saint-Jacques, mais dans l'histoire, la fin du chemin, la fin du chemin la plus ancienne avant le christianisme, c'était justement Finistère. Et on peut le faire. Ça fait en 5 jours. On peut faire Saint-Jacques-de-Compostelle, Finistère, et c'est préparé avec des auberges et des trajets. On peut faire la fin du chemin. Ça s'appelle la fin du chemin. Alors, quand ils arrivent à Finistère, les pèlerins, il y a toute des cérémonies. Ils brûlent leurs vêtements ? Il faut brûler les vêtements, il faut les chaussures. Ils brûlent tout. Et se baigner. Bon, maintenant, ça ne se fait plus. Mais ça se faisait à la plage qui est juste à côté de Finisterre, la playa de Langostera. C'est une très, très, très belle plage. C'est une purification. Voilà, parce que c'était... on s'enlève tout le chemin et ça se fait encore. Il y a beaucoup de gens qui font la fin du chemin. Et comme le disait José Maria, c'est vrai que c'est une région de vin avec la Ribera Sacra, c'est ça ? Oui. C'est comme une montagne, enfin une vallée abrupte, très très abrupte, avec des cultures en escalier. Ça, c'est une curiosité de la Galice. Oui, c'est très très abrupt, donc ils ne peuvent pas utiliser des machines pour la vigne. Oui, pour la vigne. Et donc c'est un vin très prisé et parce qu'il y a beaucoup de canyons. Il y a 2 rivières, El Miño, El Sil. Il y a des canyons et il y a beaucoup de chemins de randonnée aussi. Très bien. Qu'on passe autour des vignobles avec des miradors sur les rivières et après on peut aller au Parador de Sant Estebo. Évidemment, on va parler des paradors, ces endroits magnifiques, ces monuments historiques dans lesquels on peut dormir, qui sont maintenant des hôtels. Maintenant, on va attaquer le Pays Basque. Alors là, le Pays Basque, mes amis, c'est quand même une région gastronomique qui va se régaler, José Maria. J'espère. Hein. Ah oui. On fait une petite pause, on revient tout de suite dans un instant. On parle de l'Espagne avec nos amis espagnols dans Le Monde à découvrir. À tout de suite. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gickel. Et c'est une escapade originale, singulière, inattendue qu'on vous propose aujourd'hui. Nous partons en hiver en Espagne, on revient de Galice et là maintenant nous allons faire un tour au Pays Basque. On commence évidemment au Pays Basque par quoi ? Par la gastronomie. Et nous sommes avec Maria Gomez, directrice de l'Office espagnol du tourisme à Paris, Célia Olivar-Gil du département marketing de l'Office espagnol du tourisme à Paris et José Maria Gomez, chef espagnol du restaurant El Sol, comptoir espagnol à Paris 8e. José Maria, si je vous dis le Pays Basque, c'est quoi pour vous ? Pinchos. Pinchos, évidemment. Rappelez-nous la définition du pinchos. Pinchos, qu'est-ce que sont des pinchos ? Les pinchos sont des petits bouchées de pain sous lesquels on peut mettre de la viande, des légumes, des fromages, des poissons, mais tenus pour un pic.
C'est ça. Ça s'appelle un pincho. Ouais, ouais. Et j'avais un chef cuisinier qui m'avait dit, c'est de la cuisine haut de gamme en miniature. Tout à fait. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est pas un truc... Non, c'est élaboré. C'est élaboré. Ouais. Oui. Chaque fois, c'est plus élaboré. D'accord. Il y a beaucoup de préparations, voilà. Très bien. Des réflexions sur les pinchos. Qu'est-ce qu'il y a sur les pinchos? Lo que vous voulez. Mais tenemos de variétés de pinchos y de pinchos en San Sebastián, como por ejemplo, moi j'aime bien, por ejemplo, le bar Narru en San Sebastián. Bar Narru? Bar Narru. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un bar Narru, c'est un bar typico de Pays Basque, de San Sebastián. El bar Gamarra, ça aussi. Ou le bar Urola. D'accord. Ça, c'est typique les trois que moi bien recommander les gens qui vont à San Sebastián, les vieux San Sebastián. C'est dans dans la vieille ville. Dans la vieille, tout à fait. Après, c'est une autre caractéristique de la région des Pays-Bas, ce sont les grands restaurants étoilés. Ah oui, il y a beaucoup de restaurants étoilés en Espagne. Tout à fait, il y a eu pas mal. Donc, on peut citer les grands chefs comme Martín Berasategui, Arzac, Aquelarre. Est-ce qu'il y a des chefs femmes? Je pense que oui, mais là c'est un petit peu la doute. Mais je pense que oui. Et il a vraiment, on trouve des plats typiques des Pays Basques comme les cocochas al pilpil, les marmitacos, les vrais poissons. Les vrais poissons, les vrais haute gastronomie. Et ça, on le découvre dans la vieille ville, hein, vous m'avez dit. Tout à fait. D'accord. Célia Olivar-Gil, qu'est-ce qu'on peut dire du Pays Basque quand on est une jeune femme comme vous et vous aimez, c'est l'endroit où on aime s'amuser? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à s'amuser. Notamment, il y a la tamborada. La tamborada? Oui, la tamborada, c'est une fête. C'est en fait les tambour? fêtes. La fête du tambour qui se célèbre le 19 et 20 janvier. Très bien. Donc, va très bientôt. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, la tamborada. Oui, quand on aime l'Espagne, il faut aller le 19 janvier là-bas. Oui, c'est ça. C'est où exactement? Et c'est dans le cœur de San Sebastián. D'accord. Et en fait, c'est les différentes sociétés gastronomiques qui sortent habillés en cuisinier. Ils portent en tenue spéciale. Chaque société gastronomique a son tenue, son uniforme. Oui. Et bon, ils jouent les tambours 24 heures, sans pause. Donc, c'est une fête très, très bruyante. La fête commence avec la montée du drapeau et termine avec la descente. C'est une société gastronomique qui l'a fait monter et l'a fait descendre. 24 heures de tambour. José Maria, vous avez joué du tambour là-bas, non? Énormément, hein. Tous les jours. Tous les jours. C'est un grand joueur de tambour, José Maria. Tout m'étonne. José Maria Gomez, le principal à ne pas rater, l'incontournable quand on est au Pays Basque, c'est quelle ville? Pour moi? Oui. Oh, c'est difficile. C'est difficile, je sais. Bon, moi, deux villes. C'est Bilbao et San Sebastián. Voilà. Mais moi, j'aime bien un peu la culture, la mode. Moi, à côté de San Sebastián, j'aime beaucoup le musée Balenciaga. Ah, d'accord. Très bien. C'est tout près. Oui. C'est à Guetaira, c'est tout près de San Sebastián. Et c'est vraiment, ça vaut le coup parce que c'est la maison où il est né avant de venir à Paris. Et c'est où il a commencé à avoir le goût de la mode. Et donc, il y a toute une collection de toute son histoire personnelle, mais aussi toute son évolution et beaucoup de vêtements, bien sûr, qu'il avait fait pour des femmes de San Sebastián de Guetaira. D'accord. Donc le Pays Basque, ça reste un incontournable pour nous les Français. Mais en hiver, ça reste quand même aussi une destination où il fait bon. Là, en ce moment, il fait bon. Oui. Comme ici un peu à Biarritz, il y a, hier, ils étaient à 20-21 degrés quand même. D'accord, très bien. Donc le Pays Basque, après la Galice, après on fait un petit saut à Tarragona. Oui. Alors c'est où Tarragona? Alors Tarragona, c'est la province qui est juste au sud de Barcelone. Si. Et c'est à la Méditerranée, bien sûr. On n'est pas loin de Valencia?
On est un petit peu plus au nord de Valencia. On est au nord de Valencia. Oui, d'accord. Valencia, c'est plus au sud. Et Tarragona, c'était la capitale d'une grande région romane. Donc, D'accord. c'est une ville où il y a beaucoup de restes de Rome. Il y a beaucoup de C'est vestiges Tarrago. romains. Voilà, D'accord, c'est Tarrago. C'était une grande. Il y avait encore un amphithéâtre. Il y en a un amphithéâtre, il y a le forum, on peut visiter, c'est très intéressant parce qu'ils ont fait comme une installation d'une grande maquette, mais c'est en français. Les visites sont guidées les week-ends en français, je crois que c'est à 14h. Et on peut voir comment était la ville. Et ils ont fait aussi en immersif. On peut se faire l'idée de la ville, comment elle était. En immersion visuelle. En immersion visuelle. D'accord, très bien. Et ça, c'est quelque chose à ne pas rater, surtout pour si on va avec des adolescents ou des enfants. Oui. Je pense que ça peut être une destination famille. Oui, hein? oui. C'est très bien. Pour les familles, en été et en janvier, ils font aussi l'arrivée ils font les tours humaines. Ah oui, ça on va en parler avec Célia. Ouais. Célia va nous parler des tours humaines. Qu'est-ce que c'est que les tours humaines, Célia? C'est une spécificité locale. Hein? Oui. Les gens se grimpent dessus, très très haut, jusqu'à 20 mètres, et au dernier on met un petit enfant. Oui, c'est ça l'idée. C'est ça, oui, c'est un peu faux. Oui, c'est une tradition, c'est une fête et c'est déclaré patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Absolument. Oui, et c'est tout à fait, c'est une tour humaine, une pyramide humaine. Et bon, c'est une chose très incroyable à voir. C'est assez impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant parce que c'est toutes les personnes de la ville de Tarragone qui font partie de cette tradition. Chacun a son rôle. Oui. Les plus forts sont dans la base de la tour. Les plus, comme vous avez dit, les plus jeunes, les plus agiles, les plus légères sont eux qui montent. José Maria pourrait pas être en haut, lui. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Plutôt dans la base. Plutôt en bas. 140 kilos, 1m90. Il faut tenir la base. Oui, et oui, ils peuvent arriver à avoir un poids de 61 000 kilos, c'est-à-dire comme 3 éléphants. C'est ça. C'est incroyable. C'est une tradition de forteresse. Et il y a plusieurs sociétés qui font un concours. Oui, c'est ça. C'est une vraie compétition. Oui, il y a quelques équipes. À Tarragone, il y a 4. Ils font des répétitions et toutes les deux années, ils font une compétition. D'accord. C'est un très important événement à Tarragone. Ouais. Et pendant ce temps-là, c'est aussi la fête à Tarragone. Oui, c'est ça, c'est la fête. Il y a les rois mages aussi. Ah oui, Los Reyes, comment on dit en espagnol? Magos. Los Reyes Magos. Magos. C'est en janvier, nous on fête... Oui, vous les Espagnols, vous fêtez plutôt les rois mages. Oui. Pas le Père Noël. Non. Vous c'est en janvier. Oui. Et à Tarragona, ils arrivent en bateau. Ah bah très bien, donc ça, il ne faut pas le rater. Oui, il ne faut pas le rater, ils arrivent au port. Oui. Et quelle date ils arrivent à peu près? C'est juste le 5 janvier. 5 janvier. Ils arrivent en bateau. Et comme en Catalogne, c'est très important le feu. Donc, ils ont beaucoup des entorches, ils font beaucoup de feux d'artifice, parce qu'une fois qu'ils arrivent, il faut ils font une parade dans toute la ville, la vieille ville, parce qu'il faut avoir les clés de la ville, recevoir les clés de la ville du maire, pour pouvoir entrer dans toutes les maisons où il y a tous les enfants et déposer les cadeaux. C'est un pays de tradition, l'Espagne. Il y a beaucoup de traditions, de rites comme ça. On va parler aussi des rites un peu magiques, un peu des sorcières tout à l'heure. Oui, ça c'est la Galice. Hein. Oui, c'est la Galice. Ah, on n'en a pas parlé. Un petit mot sur les sorcières, juste pour la Galice. C'est les sorcières, c'est plutôt c'est une boisson. Ça s'appelle la queimada. Et c'est de l'eau de vie avec des agrumes, avec du café. Et on brûle. D'accord. On brûle dans un pot en terre. Et ça fait des flammes très bleues, très vertes. Et pendant ce temps, il faut faire des sortilèges. Très bien. Oh là là. Parce que, ça fait peur, et donc, même. celui qui prépare la queimada, c'est une boisson pour l'hiver. Hein. D'accord.
Celui qui prépare la queimada, il fait des sorts pour essayer qu'il n'y ait pas de mauvais sorts pour les personnes qui vont après boire cette eau de vie parce que c'est assez fort. Costaud. Ouais. D'accord. Ça, c'est en Galice. D'accord. On va continuer à parler de l'Espagne, de ses rites, de ses traditions et de ses escapades qu'on peut faire en hiver. On va aller à Madrid, on va aller à Séville, on va aller à Valencia, on va parler de la paella, on va parler du jambon, le jamón, très important le jambon. Et on va parler de tout ça dans un instant. Restez avec nous. La France à découvrir, spécial Espagne, à tout de suite. Olé. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Jiquel. Oui, on va bien parler de l'Espagne avec nos amis qui sont là. Maria Gomez, directrice de l'Office espagnol du tourisme. Célia Olivar-Gil, du département marketing de l'Office espagnol du tourisme. José María Gómez, chef espagnol du restaurant El Sol à Paris. Dans un instant, nous serons à Tenerife avec Nieves Perdomo Pereira qui nous a rejoint et qui nous attend pour parler de Tenerife. Mais auparavant, on vous a mis cette petite musique que vous connaissez, Célia ? Oui, bien sûr, c'est Rosalía. Bravo! On a voulu mettre cette petite musique parce qu'on va attaquer le volet urbain de notre émission moderne avec 3 villes. Avec Valencia, avec Sevilla et avec la dernière. Laquelle? Madrid. Exact. Il y en a un qui suit. C'est José María. Bravo. Maria, quand même, on va parler de Madrid un peu. Je suis madrilène, plus. Donc, Maria, vous nous parlez de laquelle qui est incontournable en hiver. Tout de suite, on va sur laquelle? C'est les 2 grandes villes. C'est Barcelone, c'est la ville de Rosalía, justement, et c'est Madrid. D'accord. Madrid, c'est une ville pour l'hiver très, très animée. Il y a beaucoup de fêtes dans les rues. On a notre grande fête de comment nous on fête le Nouvel An. Ça, tout le monde regarde. Toute l'Espagne va regarder la Puerta del Sol, que c'est la place la plus emblématique de Madrid, où il y a une grosse horloge qui va marquer les coups de minuit. Et il faut venir avec des raisins. D'accord. Des raisins du bonheur. Très bien. Alors expliquez-nous. Il faut en manger 12. 12. Pour à chaque coup de minuit, un raisin. Oui. Donc on a intérêt à prendre des petits raisins. Oui, parce que si c'est trop grand, c'est un peu hamster. On va ressembler à des hamsters. Ouais, c'est moche. Ouais. Mais il faut les manger les 12, parce que ça veut dire porte bonheur. Ça porte bonheur pour toute l'année qui vient. D'accord. Donc tout le monde est dans les rues, et il y a des fêtes, il y a de la musique, et c'est très très animé pendant Noël. Mais il y a d'autres choses à faire aussi à la Puerta del Sol. C'est une destination aussi pour les familles, avec les grands-parents, les enfants, les ados, un peu pour tout. Il y a une bonne ambiance familiale. Oui, on est très famille, nous. Oui, c'est vrai. Mais on aime aussi être beaucoup dans les rues, donc, et même en hiver. Donc, les rues sont pleines de familles et on aime bien être dehors. D'accord. Donc, et là, à la Puerta del Sol, par exemple, il y a un nouveau musée, juste 8 étages de football. D'accord, qui vient d'ouvrir. Oui, qui vient d'ouvrir, le Home of Football. C'est la Liga qui a fait ça. Et il y a plein de cinéma 4D, des jeux vidéo qu'on peut faire. C'est le temple du football, consacré au football. Le temple du football, on peut manger les raisins. On peut déjà aller au football, après manger les raisins. Retourner au football. Et retourner au football. Et non, après, goûter la gastronomie. Bien sûr. Et ça, la gastronomie, c'est le travail de José María Gómez. Bien sûr. Alors, à Madrid, qu'est-ce qu'on fait à Madrid? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de choses. Au Madrid, c'était une grande variété culinaire, okay, de la tortilla española hasta el cocido madrileño, c'est le típico pot-au-feu français. Pot-au-feu, oui. Mais bon, en hiver, les madrileños, ils sont pour los churros con chocolate. Los churros con chocolate. Con chocolate. Avec du chocolat. Chocolate. Churros au chocolat. Et les churros, qu'est-ce que les churros? C'est des longs beignets croustillants, saupoudrés, des sucres qu'on trempe dans un chocolat onctueuse. Ah ouais. Et là, on peut trouver... C'est chaud?
C'est chaud, c'est chaud. Ça, on peut trouver pas mal à côté de la Plaza Mayor. Ah, d'accord. Ouais, à côté de la Puerta del Sol, où les 30 décembre, tous les madrileños se réunissent pour fêter l'Año Nuevo. Ça, c'est pendant les fêtes, ça? Ouais, okay. pendant les fêtes. Dans le reste de l'année, il n'y a pas? Normalement, non. Les churros con chocolat, churros oui. tout le temps. Oui, tout le temps. Mais bon, elle était c'est lourd. à 43 degrés à Madrid, on ne peut pas... On ne prend pas des churros avec du chocolat. Voilà. Ça, c'est la gastronomie. Ça, c'est la gastronomie. Et tout, il y a énormément de gastronomie et beaucoup de restaurants. Mais bien bon, sûr, il y a une grande palette à Madrid. Célia Olivar-Gil, à Madrid, qu'est-ce qu'on fait? Bon, cette année, il y a une nouveauté. Oui. C'est la collection royale. Mais bien sûr, ça c'est vraiment un événement pour Madrid. Hein. Oui. Il vient d'ouvrir et c'est en fait un musée qui arbitre tous les objets qui ont appartenu à la famille royale. C'est situé entre la cathédrale de l'Almudena et les palais royaux. C'est le cœur de Madrid. Et là, on peut trouver des objets incroyables comme une carrosse. On l'appelle la carrosse noire parce qu'en fait, elle est tout noir. Oui. Et bon, elle appartenait à la reine Mariana d'Autriche, qui a été la régente espagnole dans les années 1600. C'est en fait une carrosse qui est une des plus anciennes conservées aujourd'hui. D'accord, dans le monde. Dans le monde. Ouais. Mais il y a plein d'autres objets de la royauté qui sont sublimes, hein, magnifiques. Oui. C'est vraiment un très très beau musée. Oui, il y a 3 étages des objets. Dans les premiers étages, c'est dédié aux Habsbourg. Le deuxième au Bourbon. Et le troisième, c'est un cube immersif, 360 degrés, où on peut expérimenter une promenade dans les jardins du Palais Royal. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça, c'est la page Madrid. On va à Séville, mes amis? Alors, à Séville, qui veut commencer Séville? Séville, c'est facile. C'est le musée du flamenco, c'est le palais somptueux, c'est l'Alcazar, on connaît, quoi. Oui, donc Séville est un trésor de l'Andalousie. Ouais. Oui. Et comme vous avez dit, on peut trouver l'Alcazar, la cathédrale. Magnifique palais d'Alcazar. Mais bon, si on parle des endroits hors des sentiers battus, on peut nombrer la setas. La setas en espagnol, ça veut dire les champignons. Et c'est en fait une construction tout en bois. Oui, tout en bois. Je l'ai vu. Oui, c'est génial. Qui fait sembler un vrai champignon. Oui. On peut se promener et arriver jusqu'au sommet et il y a un belvédère avec une panoramique splendide sur la ville de Séville. Ça existe depuis longtemps, 15-20 ans à peu près. C'est mieux que la Tour Eiffel, je dis. La Tour Eiffel à côté, c'est... Oh non, c'est bien. La Ceta, c'est en bois déjà. Ça ressemble à un champignon, c'est mieux? C'est un champignon. C'est un champignon. C'est un champignon en bois sur lequel on peut se promener. Oui. Une autre curiosité à Séville? Oui, donc le flamenco. Le musée du flamenco. Le musée du flamenco. Où là, on voit le flamenco, mais vraiment dans son jus pur, avec des danseurs, des danseuses, des guitaristes. Ils font des sets réguliers. Et c'est vraiment le flamenco puro. Oui. Oui. Pour bien connaître l'histoire du flamenco, il faut aller au musée des bailes de flamenco. Exact. Et là, on peut comprendre toute l'histoire de la danse, de la chante, des sons, des instruments. On peut aussi profiter d'un patio andalou. Évidemment. Oui, avec un spectacle. Et pour les plus courageux, il y a aussi des cours d'initiation au flamenco. Je l'ai fait. Oui. J'ai été nul. C'est très... faut être très difficile. Tonique, oh là là. Qu'est-ce qu'on mange, José Maria? José Maria. Sevilla. Capitale mondiale del gazpacho. Le carpaccio. Le gazpacho. Gazpacho. Ah, le gazpacho, la soupe. Capitale mondiale del gazpacho. D'accord. Soupe froide. Voilà, concombre, tomate, poivron rouge, tout mixé, frigo, frais. D'accord. Parfait. Mais pour moi, Sevilla, c'est un plat typique de Sevilla, c'est el rabo de toro. Ah. El rabo de toro, c'est la queue de taureau, ou de vache. D'accord. Okay, la queue du taureau. C'est un ragoût. C'est un ragoût, on va mettre des carottes, des poivrons. Là, pour moi, c'est Sevilla. Ah oui? Ouais. Est-ce que c'est votre plat préféré? C'est un des plats préférés de Sevilla. Ah ouais, non, mais à vous? Ah oui, si. Moi, je suis des sauces. Ah oui? J'ai fait des bateaux dans la sauce. Ah, d'accord. Ça, c'est génial, Sevilla. Un petit mot sur Séville, Maria? Moi, à Séville, ce que j'aime bien, c'est me promener dans les petites rues. Parce que il faut savoir que dans les rues de Séville, les arbres sont des oranges. Et donc, en ce moment, c'est le meilleur moment pour manger des oranges. On peut les ramasser, on peut les cueillir. Elles sont
elles sont les oranges des arbres de Séville sont les oranges un peu amères. Donc on en voit tous les ans dans un petit paquet à la reine d'Angleterre, maintenant au roi d'Angleterre. Avant c'était à la reine. Oui. Et elle faisait sa confiture pour son petit déjeuner. C'était des oranges de la ville de Séville. Et donc en ce moment, toute la ville, toutes les petites rues sont pleines d'oranges. Tous les arbres sont pleins d'oranges. C'est très, très joli. Merci de tous ces petits conseils qu'on est en train de noter, que tous les auditeurs et auditrices notent sur cette émission sublime sur l'Espagne en hiver. On va aller en Valencia avant de faire la pause, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Faut qu'on aille à Tenerife tout à l'heure. Ouais, ça va. Valencia, sur la côte méditerranéenne. Très jolie ville, Valencia aussi. Hein, qui avait, au départ, il y avait un fleuve à Valencia. Et maintenant, ce sont des jardins à Valencia. Maria. L'Albufera. Oui. Non, ça c'est des lacs qui sont à... Turia, les jardins de Turia. Ah oui, mais ça c'est pas une rivière qui a disparu, c'est que quand il ne pleut pas, oui. Mais quand il pleut... ça redevient une rivière. Ça redevient un fleuve, Je croyais, moi qui suis allé visiter Valencia, je croyais que c'était terminé, il n'y avait plus d'eau. Les jardins sont tellement jolis, je me suis dit, mais après l'eau revient là-dedans ? De temps en temps, l'eau revient et ça revient fort, parce que la Méditerranée, c'est des pluies fortes. Donc oui. Alors, Valencia, on est à l'est, sur la côte méditerranéenne. Voilà. Assez facile d'accès. Très facile et très bien communiqué avec toute l'Espagne. Train, voiture, avion, tout bien. Tout bien. Et c'est une ville où il fait beaucoup de soleil, très ensoleillé, au bord de la Méditerranée. Qui a des petites pépites. Il y a les grands monuments que tout le monde connaît, qui sont assez modernes quand même. C'est une ville assez moderne. Et toute la partie de la Cité des Arts et des Sciences, que c'est des structures d'architectes contemporains. Mais moi, je pense que c'est une ville qui est très bien aussi pour les familles, pour aller en famille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pensées, par exemple, pour les ados. C'est bien la Cité des Arts et des Sciences, mais il y a aussi beaucoup de graffitis. Il y a un quartier qui est vraiment de très, très beaux graffitis. C'est très moderne quand même, Valencia. Et après, on peut toujours aller à la plage de Malvarrosa. Quoi qu'il arrive, on va toujours à la plage en Espagne, quoi qu'il arrive. Et donc, je pense que il y a des petits trucs insolites. La rue la plus étroite de l'Espagne s'appelle la Calle de los Besos. La rue des baisers. Parce que les balcons sont si près. Qu'on peut s'embrasser. Voilà. C'est beau. Mais je l'ai dit tout à l'heure que c'était une destination romantique, l'Espagne. On a 30 petites secondes, José Maria, pour la paella. Paella. C'est à Valencia qu'elle a été inventée. C'est ça. Il paraît qu'il y en a 10 000 sortes possibles. 10 000 sortes possibles, 10 000 déclinations possibles, mais bon, on va faire court. La paella valenciana, les ingrédients, à grosso modo, le plus facile, c'est poulet, lapin, haricots verts, azafran, des oignons, et voilà. Est-ce qu'il faut mettre autant d'eau que de riz ? Non ? Normalement, c'est un morceau, un verre de riz. Un verre de riz, d'eau. D'eau. À grosso modo. Mais c'est pas tout à fait exact. Non, d'accord. Chacun son petit truc. C'est ça. Le petit truc, c'est de continuer l'émission. On va continuer à en parler tout à l'heure dans un instant. On va parler de Tenerife. On va aussi parler d'une région désertique et des paradors. Il faut qu'on parle des paradors, mes amis. On fait une petite pause avec nos amis espagnols. On se retrouve à tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous découvrons une destination étonnante puisque c'est l'hiver et puisque c'est l'Espagne. Et les deux vont très bien ensemble avec Maria Gomez, directrice de l'Office espagnol du tourisme, Celia Olivar-Gil du département marketing de l'Office espagnol du tourisme, José Maria Gomez qui est un chef espagnol du restaurant El Sol à Paris dans le 8e. Et nous avons avec nous Nieves Perdomo Pereira. Nieves, bonjour. Vous êtes à Tenerife. Nieves, vous l'entendez ? Exactement, bonjour. Alors, on doit aller très très vite parce qu'on a tellement de choses à dire dans le dernier quart d'heure. On doit parler des paradores, on doit parler du jambon, on doit parler de plein de choses. On doit parler de la nature, encore du désert, mais surtout Tenerife. Tenerife, c'est quand même la destination aussi à ne pas manquer en hiver. Pourquoi ? Tout d'abord à cause du climat. Bon, d'abord la distance, on est à 3h30, 4 heures d'avion depuis la France, donc c'est quand même relativement court. Nous ne sommes pas dans les Caraïbes, donc c'est une destination où il fait beau toute l'année, mais spécialement en hiver.
On a entre 24 et 25 degrés en hiver. En été, on n'a pas non plus de grosse chaleur. Mais c'est vrai que notre point fort, c'est vraiment l'hiver, entre novembre et mars-avril. Et rappelons qu'on part de... Vous êtes au large, c'est une petite île au large du Maroc, il faut 4 heures pour y aller. Exactement. Et on peut partir de Mulhouse, Marseille, Nice, Lyon, Toulouse, Paris. On peut partir de plein de villes de France pour aller à Tenerife. Oui, pratiquement de toutes les grandes villes. On a maintenant plusieurs fréquences par semaine, heureusement, avec des vols directs. Donc c'est très facile de venir maintenant toute l'année. Est-ce qu'on peut dire que c'est une destination nature sur laquelle on va pouvoir s'éclater en VTT, faire de la marche, de la randonnée, du golf, du surf? Oui, tout à fait, parce que c'est une petite île de 2000 km², mais avec beaucoup de diversité de paysages. Et il y a une quarantaine d'espaces qui sont protégés, notamment le Teide qu'on voit juste derrière moi, donc qui est notre symbole, notre grand volcan. Donc on trouve aussi bien des paysages volcaniques, donc avec toutes les couleurs des volcans, que des forêts de pins, des forêts de laurisilva, qui sont des forêts de lauriers qui existaient dans la préhistoire, mais qui se sont uniquement conservées dans les archipels de l'Atlantique, et les Canaries, les Açores, Madère. Le paysage est sublime. Par ailleurs, les forêts de pins canariens aussi. Enfin, il y a une variété de paysages qu'on trouve aux Canaries et pas ailleurs. Il y a 7 parcours de golf. Il y a un parc, l'Ocean Park, pour y aller en famille, qui est absolument génial. Il y a le Monteide. L'Ocean Park. Oui, Ocean Park. Le Monteide, c'est 3715 mètres. C'est le plus haut sommet d'Espagne, on est d'accord? Oui, tout à fait. Il est également patrimoine de l'humanité. On peut le randonner? On peut le randonner, oui, pour les très courageux, parce que c'est quand même assez haut. Il faut savoir que la Caldera, le parc national, se trouve à 2000 mètres d'altitude déjà, donc c'est déjà bien pour faire des randonnées dessus. Et si on veut aller jusqu'au sommet, donc c'est 3715, il y a un téléphérique pour ceux qui veulent prendre le téléphérique. Déjà là, on a une très belle vue. Et puis pour les courageux, on peut y aller aussi à pied. En principe, on le fait en 2 fois, c'est-à-dire on a un refuge qui doit ouvrir l'année prochaine, dans quelques mois. Et ce qu'on fait, c'est qu'on part en fin d'après-midi, on passe la nuit au refuge. Et au petit matin, donc on continue l'ascension jusqu'au sommet pour aller voir le lever du soleil là-haut sur le sommet, sur le pic. C'est un spectacle assez extraordinaire. Rappelons que les plus belles plages sont dans le sud, mais que les petites criques volcaniques sont dans le nord de l'île. Oui. Et une chose qui est très importante pour nos amis auditeurs, s'il faut noter sur vos tablettes, les enfants, du 7 au 17 février, c'est le carnaval de Santa Cruz. Personne ne le connaît, celui-là. Tout le monde connaît Rio, Venise, mais c'est n'importe quoi. Allez à Santa Cruz. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer à Santa Cruz? C'est très local. C'est vrai qu'on a très peu fait la promotion de notre carnaval, mais c'est vrai que ça reste très, très espagnol et très local. C'est vraiment pour les gens de l'île. Depuis l'été, depuis juin-juillet, il faut savoir que les groupes de carnaval, ce qu'on appelle les comparsas, c'est les danseurs qu'on voit dans les rues, ont déjà leurs costumes, leur chorégraphie. Donc là, toutes les répétitions vont battre leur plein. Les gens commencent déjà, après les fêtes de Noël et les rois mages, le Reyes Magos, à chercher un petit peu les déguisements parce que c'est le mois de février. Tout le monde doit être déguisé. Tout le monde doit être déguisé. Tout le monde doit être déguisé, que ce soit les bébés dans les poussettes, les personnes âgées, enfin c'est vraiment très les familial. Chiens, tout le monde, les chats, les animaux, tout le monde. Presque. Parce on a ce qu'on appelle le carnaval des Dia, qui est un carnaval pendant la journée, donc qui est assez familial, celui-là pour les enfants, les familles, et le carnaval donc pendant la soirée avec les orchestres dans la rue, qui est un peu plus animé pour les gens qui aiment bien danser. Donc c'est des ambiances tout à fait différentes. Mais il y en a à peu près pour tous les goûts, on peut dire. Merci beaucoup de votre témoignage, Nieves Perdomo Pereira. Vous êtes à l'Office de tourisme de Tenerife et vous nous avez fait rêver pour venir à Tenerife en janvier. C'est pas loin, c'est 4 heures d'avion. Et on est au large du Maroc, il fait beau. Il fait combien en ce moment? Sans mentir, il fait combien là, aujourd'hui là, Non, il fait 24-25 degrés, vraiment. Voilà, merci, on est très énervés. Merci beaucoup. Maria Gomez, on va revenir en Espagne. On va parler d'un truc formidable qui s'appelle les paradores. Oui. Les paradores, c'est des monuments historiques, d'anciens monuments historiques qui ont été reconvertis en hôtels. Et on se retrouve dans des endroits, mais incroyables, fabuleux, somptueux. Donnez-nous des exemples. Ouais, il y a 97 établissements. Et c'était fait pour récupérer justement le patrimoine. Donc c'est dans des couvents, dans des alcázares, dans des châteaux. Et moi, je vais vous conseiller il y a des offres spéciales quand on va de parador en parador. D'accord. Et c'est pas cher, hein, c'est à peu près 100 € la nuit. Par exemple, pour faire 7 nuits, oui, dans l'Extremadure. On passe par Zafra, on passe par Mérida, par Trujillo, par Jarandilla et par Plasencia. En petit déjeuner, c'est 410. Avec demi-pension, c'est environ 600 €. Pour 7 nuits. Ça va. Et c'est vraiment des expériences uniques parce qu'on va dormir
dans du patrimoine. Dans d'anciens couvents, Oui. dans d'anciennes petites cellules où les moines étaient, ou alors au contraire dans des Voilà. châteaux incroyables où les seigneurs dormaient comme ça. Ouais. Parfois c'est rustique, hein. Il n'y a pas une grande déco. Des fois c'est des murs en pierre comme ça avec un lit. Il y a un côté quand même vachement... Quelques-uns, mais oui, quelques-uns quand c'est des couvents de clôture. De cloître. De cloître, peut-être. Mais c'est vrai qu'après, il y a un autre côté qui est très convivial, que c'est la gastronomie dans les paradors. Ah. Parce que les paradors, ils travaillent le produit local. Ah oui, en circuit court. En très circuit très court. Les pêcheurs et les agriculteurs Voilà. directement. Voilà. Et ils essaient de récupérer aussi des recettes des villes où ils sont. Donc, c'est quelque chose aussi qui est, si on prend la demi-pension, on va avoir la chance de pouvoir goûter et de se faire expliquer aussi. Absolument. Et on dort dans des monuments historiques. C'est Voilà. quand même une ambiance très particulière. Ouais. Moi, je l'ai fait, c'est génial. Franchement, je le conseille à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Célia Olivar-Gil, maintenant, on va parler encore un petit peu de nature, parce qu'on ne va pas se quitter en partant l'Espagne sans parler de cet endroit incroyable au nord-est du pays, unique en Europe, les Bardenas Reales. Oui, donc c'est un parc national, Oui. c'est un désert, un vrai désert Non, mais dans le nord de l'Espagne. On a l'impression qu'on est au Moyen-Orient. Il y a des falaises, le paysage est ocre, il y a des cheminées de fées. Enfin, on a l'impression qu'on est en Arabie Saoudite, quoi. Oui, c'est un vrai désert. 32 000 hectares. Qui semble la Lune, un Ça ressemble à la paysage Lune, lunaire, paysage lunaire. Un paysage très lunaire. Et qui, en fait, c'était spectaculaire parce que c'est dans une région qui est très proche des Pyrénées. Et dans les nord, on peut rencontrer des montagnes, des rivières, mais dans le sud, il y a le désert, les déserts des Bardenas, qu'on peut parcourir à pied, à vélo, VTT bien sûr, même Segway pour ceux qui veulent s'amuser. Et bon, il y a beaucoup de parcours. Il y a une route de 34 km à faire en voiture avec plusieurs étapes et arrêts. Et aussi, bon, une curiosité du désert de las Bardenas, c'est que ça a été un endroit où on a filmé des films comme Le monde ne suffit pas de James Bond. D'accord. Ou quelques scènes de Game of Thrones. Ah ouais, Game of Thrones a été tourné. De toute façon, Game of Thrones, il a été tourné partout en Espagne. Partout un peu. Ouais, Alcazar, partout, Madrid. José María, est-ce qu'on parle du jambon un jour, José María? Bien sûr, del jamón ibérico de bellota. Alors, il y a deux sortes de jambon. No, en España hay, por ejemplo, el jamón de Teruel, el jamón ibérico de bellota y el jamón serrano. Il me fait marrer. Donc, il va très vite. Hein. Il y a plusieurs types de jambon. Voilà, nous on parle en Extremadura, parce que maintenant on parle d'Extremadura, on parle del jamón ibérico de bellota. D'accord. ¿Vale? Y là, on peut dire que voilà, c'est les rois de la gastronomie espagnole. C'est ça. Tous les grands restaurants espagnols, ils sont ce que s'appelle un jamón ibérico de bellota ou un pata negra. Pata negra, parce Vale. qu'à cause du cochon qui a les pattes noires, c'est ça? Non. C'est il mange les... C'est l'alimentation. L'alimentation, il mange les glands. Ça veut dire, il mange des glands, donc ça veut dire qu'un jamón ibérico de bellota, à grosso modo, c'est que quand la maman, il c'est 75% de sangre ibérique. D'accord. Et un pata negra, c'est quand la papa et les mamans sont 100% ibériques. C'est comme les rois d'Espagne. Ok, très bien. Voilà. Ça, ils vont être contents, les rois d'Espagne. Voilà. Le jambon ibérique, et c'est un jambon cru traditionnel espagnol et qui a une AOP, qui est protégée. Hein. Oui, donc, oui. on peut Tout le à reconnaître fait. facilement. Tout à fait. Normalement, il y a una vitole dans la pâte del jamón, donde on te dit la dénomination d'origine, el DNI del cochon. Où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a mangé, quand il est mort. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et on le fait, oui, c'est sérieux, et on le mange comme on veut. On le mange, normalement, on le mange en fines tranches, Oui. coupées à couteau. Très fine, oui. Très fines tranches coupées à couteau. Et c'est un produit d'exception. Pourquoi? Parce qu'une fois que le cochon il est mort, on le mange 3 ans minimum après. Ouais, il y a Une affinage naturelle, 3 ans des minimum de 3 ans, 3-4 ans. Ça dépend du poids de la pièce, du jamon. Ok. Voilà, c'est pour ça que c'est un produit, c'est aussi un petit peu de luxe. Voilà. Et on en mange chez vous dans votre restaurant? Bien sûr. Évidemment. C'est plein partout. Il y a plein partout. C'est vrai que je suis venu hier, il y en avait derrière le bar. On sent les cochons partout. On sent le cochon. Célia Olivar-Gil, pour terminer cette émission, donnez-nous un petit conseil, une chose à ne pas rater en Espagne que vous aimez bien, vous particulièrement.
Bon, l'Espagne est très divers. Alors on peut, comme on a dit, rencontrer des belles endroits pour la nature, pour la culture, pour les traditions. Et bon, moi, comme c'est une nouveauté de 2024, c'est aussi une période d'automne-hiver, je vous conseillerais d'y aller au Biennale de Flamenco à Séville. Bien sûr. C'est la vitrine de danseurs, des chanteurs du flamenco. Et c'est vraiment un événement qu'il ne faut pas manquer. Maria José Gomez, vous avez 30 secondes. Je sais que ça va être dur, Maria. 30 secondes pour conclure cette émission sur votre beau pays. Je pense que c'est pas difficile. Parce que moi, je pense que un des charmes, et nous, on aime bien recevoir. On aime bien parler. On aime bien... La joie de vivre. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les Français aiment bien. Et que nous aimons bien aussi. Oui, c'est vrai. Je l'ai dit au début, vous êtes nos voisins, nos cousins et nos amis. Voilà. Et donc, je pense qu'une des raisons, ça peut être là, ça peut être ailleurs, ça peut être au Baléares, ça peut être à Madrid, ça peut être en Castille. On est tous chaleureux. C'est vrai. On est tous dans les rues et on aime bien papoter. Et manger des tapas ou des pinchos dans les rues. Papoter et manger, voilà. C'est le programme pour aller en Espagne cet hiver. Merci à tous d'avoir fait cette émission et d'avoir animé tous ensemble pour inciter nos amis auditeurs et auditrices à aller visiter l'Espagne cet hiver. C'était Le Monde à découvrir. À la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir. Christophe Gicquel. Avec l'Office espagnol de tourisme.